Je suis Claudine Allende Santa Cruz et mon père s'appelait Lucas Fernando Allende Santa Cruz. Il a été livré aux Allemands pour la construction de la base sous-marine ici à Brest à partir de juin 1941. « 500 jours seulement auront suffi pour construire cet immense bunker. Ce sont les prisonniers des nazis qui l'ont bâti. Parmi eux, des milliers de républicains espagnols. En octobre 2014, Claudine et d'autres descendants a posé quelques mots pour rendre hommage aux travailleurs forcés espagnols. Une plaque pour ne jamais oublier. C'est important parce que c'est une histoire que les gens ne connaissent pas et que nous, les enfants de ces républicains espagnols, ne connaissaient pour la plupart pas non plus. Mon père n'en a jamais parlé et donc c'est un peu difficile pour moi aujourd'hui. Pour la toute première fois, la septuagénaire entre à l'intérieur de la base. Interdite au public, cette enceinte est aujourd'hui occupée par la Marine nationale. On raconte que 19 travailleurs étrangers ont perdu la vie sur ce chantier. Des corps coulés dans le béton. Du temps de sa construction, les Espagnols travaillaient ici 12 heures par jour sous le bruit des bombardements. Surveillés en permanence, ils ne disposaient d'aucun matériel mécanique. C'était des Rospagnols, donc c'est des rouges espagnols, des Espagnols rouges. Et donc, eux, ils étaient dans les catégories les plus défavorisées, quoi. Donc, ils avaient le plus mauvais travail à faire. On leur demandait de porter des sacs de ciment de 50 kilos sur le dos, et pour certains pendant toute une journée. Au milieu des ouvriers, Lucas Allende Santa Cruz, son père. Grâce aux archives, Claudine découvre qu'il a travaillé ici en 1941. Blessé, son nom figure dans un registre d'accidents de travail. Il avait eu du ciment dans l'œil, donc il n'avait pas réussi, il ne pouvait pas travailler pendant plusieurs jours. Donc il y a plusieurs qui ont eu des accidents de travail, dont plusieurs de ses camarades aussi, des pointes dans le pied, des roches qui leur sont tombées sur les pieds, des choses comme ça, quoi. Je suis fière de mon père, c'est sûr, mais bon, c'est très difficile pour moi de venir ici, quoi. Mais il faut le faire pour ceux qui viennent après, pour voir ce que ces gens ont supporté. C'est à Quimper que se trouvent les quelques archives témoins de la migration des républicains espagnols vers la Bretagne. Hugues Vigroux est un expert de la question. Archiviste de profession, il préside l'association de mémoire de l'exil républicain espagnol depuis 10 ans.
cet exode espagnol, appelons-le comme on veut. Alors certains parlent de réfugiés, d'autres d'exilés, oui, là aussi il faut faire attention à ce qu'on dit. On peut la qualifier en 3 temps. 1937, une première, 1939 et 40-41. Pourquoi ? Là, c'est la Seconde Guerre mondiale qui rattrape nos Espagnols, si j'aime pas beaucoup appeler ce mot-là, mais oui. Autant les 2 premières sont conformes, je serais tenté de vous dire, à ce qu'on peut trouver dans beaucoup de départements français. Hein ? Parce que ces arrivées, on va dire, sont, entre guillemets, organisées entre le gouvernement républicain basque, en l'occurrence en 1937, et le gouvernement français. Ces arrivées, on va dire, de réfugiés classiques. En 1940, ce n'est plus la même chose. Des gens viennent chez nous, des Espagnols viennent chez nous, mais ce sont des travailleurs, qui vont dire des travailleurs forcés. En 1937, les forces républicaines se sont coincées sur la côte cantabrique, et devant cette pression des franquistes, le gouvernement légal, donc républicain du Pays Basque, organise avec le gouvernement français et le gouvernement anglais l'évacuation des populations civiles. Une fois que ces personnes-là sont donc arrivés dans les ports, vous vous doutez bien qu'il faut les dispatcher, entre guillemets. Et au fur et à mesure, ces trains-là vont déposer, c'est le mot, dans chaque gare, des groupes de ces communes qui donc veulent bien les accueillir. Par moment, ça va être 2 personnes qui vont descendre, et comme vous imaginez, comme les grands centres Plouhinec ou Quimper, par exemple, ça peut être une centaine. En 1939, on n'est plus du tout dans la même configuration, mais absolument plus du tout. 1939, qu'est-ce que c'est pour la guerre d'Espagne ? C'est ce qu'on appelle la retirada. C'est en fait le front de la Catalogne, le bastion républicain espagnol par excellence, qui s'écroule, pressé par les taux franquistes fascistes, on va l'appeler comme ça me convient beaucoup plus, et qui donc est totalement submergé. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'Espagne qui s'écroule. Et vous avez en moins de 15 jours, entendez bien, en moins de 15 jours, c'est 1 demi-million d'Espagnols qui passent la frontière en 15 jours. Les forces nazies ont dans leurs plans initiaux prévu à terme d'envahir l'Angleterre. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'Allemagne nazie ne pouvant pas vaincre par les airs, le combat se situe maintenant sur les océans. Donc, quelle est l'arme absolue qu'on va pouvoir utiliser pour couler des bateaux ? Des sous-marins. Donc d'où la présence de bases de sous-marins qui vont être créées à partir de 1940-41 à Brest. Donc là aussi, on revient à la nécessité d'avoir de la main-d'œuvre. Qui c'est qu'on envoie ? Les Espagnols. Pour rassembler toujours plus de connaissances sur cette épopée, Hugues arpente les plus de 30 km de documents disponibles ici. Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir les documents liés à l'arrivée des républicains espagnols en 1937. Très bien. La liste des diverses communes du département. Merci. Certains papiers proviennent d'administrations, d'autres de dons de particuliers. Des listes, des registres d'accidents de travail et beaucoup de journaux. Mais à l'époque, peu d'articles mentionnent les exilés espagnols. On se trouve sous l'occupation. Or, la presse existe assez peu. C'est pas une presse, comment dirais-je, ultra démocratique. Je sais pas, vous comprendrez très bien ce que je veux dire. C'est plutôt une presse conservatrice. Et il y a une censure qui s'opère, tout simplement. Donc on ne parle pas de ces gens-là. On imagine très bien l'organisation TOT de ne pas faire de publicité pour les traitements qu'ils faisaient subir à ces travailleurs forcés. Donc on a très peu, en fin de compte, de témoignages, entre guillemets, de presse, de médias, bien entendu. On a plutôt des témoignages d'après-guerre, bien entendu, à travers certains ouvrages où ces travailleurs forcés vont faire quelques ouvrages. Et encore, il n'y en a pas tant que ça, parce que force est de constater que ce n'est pas un épisode qui est beaucoup traité par la recherche traditionnelle non plus. En 1940, l'Allemagne nazie envahit la France. Les étrangers et les opposants venus se réfugier seront livrés par Pétain au Troisième Reich pour participer à l'effort de guerre. Pendant ces travailleurs forcés, on trouve les Juifs, les Tziganes, les opposants politiques, les prisonniers de guerre soviétiques, et on retrouve là nos Espagnols qui sont là cette fois-ci qualifiés par les nazis de Rotspanier. Alors Rotspanier, c'est aussi de l'allemand, espagnol rouge. Il fallait quand même bien les héberger quelque part, ces gens-là, donc ils sont internés dans différents camps autour des chantiers. L'un des plus emblématiques, le fort Montbarré, un lieu que connaît bien cette chercheuse. Les Espagnols étaient internés dans des camps comme ici au fort Montbarré pour ne pas qu'ils s'échappent, et vraiment la priorité c'était au travail, il fallait vraiment travailler.
travailler au service de l'occupant nazi qui régnait en maître à Brest et avait pris possession des lieux. Donc ici, nous arrivons dans la salle à manger. Donc on peut voir des inscriptions allemandes, que ce soit de part et d'autre, ici et ici. Notamment celle-ci qui signifie « L'Allemagne vivra même si nous devons mourir », ce qui est quand même un message fort, ainsi qu'un aigle qui est signe de la propagande nazie. Une toute-puissance renforcée par le contrôle d'une main-d'œuvre abondante. Des prisonniers corvéables à merci. Ils étaient entre 5 000 et 7 000 uniquement à Brest entre 1941 et 1943. Donc ils venaient de part et d'autre d'Espagne, aussi bien de Madrid, de Barcelone, de Galice. Ils étaient âgés de 18 à 55 ans, parfois moins, parfois plus. Et donc ils étaient manœuvres, commerçants, cordonniers, étudiants, et donc ils venaient de différents bords politiques, que ce soit dans l'Empire espagnol en général, mais aussi anarchistes, communistes. C'était vraiment les Espagnols ennemis, en fait, ils étaient vraiment rouges, donc ennemis de la propagande nazie, du nazisme et du fascisme. Certains des ennemis politiques du Reich se voyaient infliger une sentence fatale, celle d'un voyage bien souvent sans retour. Ici, c'est le wagon qui a emmené certains Espagnols et d'autres étrangers jusqu'au camp de déportation. Et donc, oui, effectivement, donc, ils partaient du fort Montbarré, ils traversaient toute la France jusqu'en Allemagne. Donc, oui, certains Espagnols ont été dans les camps, à Dachau, à Auschwitz. Pour les autres, les conditions de vie au fort étaient particulièrement éprouvantes, à commencer par le rythme de travail infernal. Les Espagnols se levaient à 4 heures du matin pour aller travailler. Il faut savoir qu'ils traversaient donc, le village de Saint-Pierre pour aller travailler sur les chantiers de la base de sous-marins. Donc il fallait marcher 4 km tous les matins et au retour aussi 4 km. Ils avaient seulement 30 minutes pour manger la soupe tot, qui était un bouillon à base de légumes et de pain. Après des journées intenses, les forçats n'avaient guère de meilleures conditions pour se reposer. Ici, nous avons les douves où dormaient les répiens espagnols. Donc on peut imaginer des baraques le long des douves, en fait des baraques en bois, où étaient les répiens espagnols. Et on peut imaginer que c'était très précaire, notamment si on compare au camp d'internement du sud de la France, Argelès-sur-Mer ou Rivesaltes. On peut imaginer qu'il y avait de nombreuses maladies, de la famine. Les Espagnols sont restés en France après la Libération. Ils se sont mariés des Françaises et ils ont eu des enfants. Et ils ne parlaient pas aux enfants. Ça, c'est une histoire qui est étonnante, mais qui peut se comprendre aussi après donc, la guerre civile entre 1936 et 1939, puis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1945. Donc ça a été vraiment 9 ans de traumatisme pour eux et 9 ans très compliqués. Donc il a fallu se reconstruire et garder sûrement une identité espagnole en eux, mais aussi se construire dans un nouvel environnement et s'intégrer en fait au pays qui est la France, qui les a accueillis. Aujourd'hui, on peut parler d'une loi du silence parce que les Espagnols eux-mêmes ne parlaient pas à leurs enfants et ne transmettaient ni la langue ni l'histoire. Un silence qui a pesé lourd pendant de nombreuses années. Mon père, de son entrée en France et de son vécu en France entre 1939 et 1945, ne nous racontait pratiquement rien. Jean Salapala est l'un de ses enfants. Son père Antonio a aussi connu la domination des nazis. Une histoire familiale douloureuse que l'octogénaire a longtemps ignorée.
Les seules fois où j'entendais mon père vraiment parler des événements d'Espagne et de son entrée en France, il le faisait avec des amis à lui qui avaient vécu la même chose, qui avaient vécu la guerre d'Espagne. Et là, ils en parlaient, mais ils en parlaient en espagnol ou en catalan, hein, puisque mon père était catalan. En 2010, lors de son départ à la retraite, l'ancien professeur de physique-chimie se lance sur les traces de son père pour briser l'omerta. Bon, alors ici, c'est mon bureau, c'est ici que ça se passe, c'est là que je fais les recherches et ici que je range les documents que je considère importants, ce que j'ai écrit, les documents concernant mon père. Dans sa collection personnelle, une boîte à trésors. Des dizaines de lettres manuscrites, échangées entre ses parents et ses grands-parents paternels, restés en Espagne pendant le régime de Franco. Des courriers chargés d'émotions. Ses proches n'imaginaient jamais se revoir. Enfant de mon cœur, je serai seulement heureuse le jour où je pourrai embrasser tous, embrasser Juan, qui est donc le frère de mon père qui est parti en Union soviétique, et toi, Antoine, mon père, et toi, Denise, ma mère, pour lequel je ressens beaucoup de choses et j'espère pouvoir vous embrasser très, très, très bientôt. Votre maman qui vous aime. Toutes ces lettres en espagnol, Jean en a hérité à la mort de ses parents. Conservé précieusement, ce patrimoine inestimable le lie à sa famille pour l'éternité. Ça fait 40 ans que mon père est décédé. J'en ai pas détruite une, quoi. Je les ai rangées par ordre chronologique. J'ai écrit la date sur les enveloppes pour mieux me repérer. Enfin, je trouve que c'est un espèce de trésor, quoi, familial, que je suis prêt à laisser à mes filles, quoi. Pendant plusieurs années, le retraité a écumé les archives du Finistère à la recherche de chaque document portant la trace de son nom. J'ai trouvé des photos de mon père que je ne connaissais pas. Qu'il avait, chaque fois qu'il faisait une demande pour une carte de séjour, une carte de travail, il fallait qu'il mette une photo, mais on lui demandait les photos en double ou triple, donc j'ai trouvé des photos de lui. Dans sa quête, Jean a pu compter sur le soutien et les conseils de Claudine. Bonjour. Ah, salut Claudine, ça va ? Cette Bretonne est une véritable pionnière. Retraitée depuis 2009, l'ancienne comptable consacre la majorité de son temps à œuvrer pour cette mémoire collective. Donc j'ai déjà apporté le livre où il y a le parcours de mon père. Ah d'accord, c'est sympa. J'aurais pas trouvé tout seul, hein, ça c'est clair. Parce que j'aurais pas eu idée d'aller chercher là. Non, ça... C'est Claudine qui m'a expliqué un jour aux archives départementales... Il y avait un dossier de ton père. Oui, et puis qu'à tel endroit, il y avait non seulement un dossier sur mon père, mais un dossier sur un tas d'Espagnols. Parce que quand il faisait des demandes de carte de séjour ou de carte de travail, la préfecture en gardait un double, enfin, etc. Et que le double était là-bas, quoi. Donc ça, c'est la photo de ceux que j'ai jamais connus. Je pense à mon père tous les jours en voyant tout ça. Il aurait été heureux. Ça, c'est un regret, c'est que nos pères ne sauront jamais ce qu'on a fait, quoi. Pour eux, enfin, pour leur histoire, pour leur mémoire. Ça, c'est un peu de tristesse, mais c'est comme ça. Tous deux font partie d'une association. Ensemble, ils se battent pour faire connaître, reconnaître et perpétuer cette mémoire hispanique. Ces passagers sont alors répartis par train dans de nombreux départements français, dont le Finistère. Ils appartiennent à 4 familles, Cruz López, Del Moral Gómez, Corcuera Suso et García Santamaría. Après des années de silence, le périple des républicains espagnols s'invite enfin dans les classes. Jean et Claudine sillonnent le Finistère pour témoigner dans les établissements scolaires. C'est une histoire, en fait, qui est relativement peu connue. Et ça nous semble important de la faire connaître, en particulier auprès de jeunes. Mon père n'a jamais parlé
eh ben, avoir réussi à boucler pratiquement tout son parcours et pouvoir le transmettre, ben, ça me fait plaisir, quelque part. D'abord parce que les autorités françaises proposaient aux Espagnols de rentrer mais ne le font pas. Monsieur Salapala et puis Madame Allende Santa Cruz sont de véritables passeurs de mémoire qui permettent en fait de donner du corps à l'histoire, de pouvoir permettre aux élèves de mettre un visage aussi sur l'histoire locale et de faire rentrer la petite histoire dans la grande histoire. Et puis c'est aussi une façon pour nous de réhabiliter la mémoire de tous ces réfugiés républicains et de leur rendre hommage aussi. Combien y a-t-il d'immigrés au total espagnols? À l'échelle nationale, quoi. Oui. Enfin, il y en a qui sont partis dès 36. Il y a une autre vague qui est partie d'Aragon en 38. Donc voilà, on est entre 600 et 700 000. Les élèves étaient très attentifs et très, très curieux aussi. Pas un bruit dans la salle. Les élèves sont intéressés parce que les professeurs ont réussi aussi à les motiver, à les intéresser à cette question-là. Nous, notre intervention, elle est facilitée. Leur curiosité a été éveillée déjà. Voilà. C'est plus facile pour nous. On en parle parce qu'il y a en fait un devoir de mémoire. L'État français a une responsabilité sur l'internement de tous ces réfugiés, de tous ces combattants. Ensuite, avec la France de Vichy, évidemment, il s'est passé des choses dont il faut parler. Votre histoire familiale, quand un des membres disparaît, c'est une partie de l'histoire qui s'en va. Vous êtes jeune, posez des questions à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents si vous les avez encore, notez ce qu'ils vous disent, enfin, etc. Vous ne regretterez jamais de savoir quelque chose de votre famille. Tels des gardiens de la mémoire, Jean et Claudine se sont promis de transmettre l'héritage de leur histoire familiale. Mais alors que les souvenirs doivent rester, le temps, lui, continue de filer. Je pense pas que je vais vivre jusqu'à 100 ans, quoi. Donc je me dépêche, là. Moi, c'est pareil. Vous voyez notre âge, enfin bon, on arrive à 80 ans. Ce devoir, disons, ce passage de mémoire, on va pas pouvoir, faut être réaliste, on va pas pouvoir le faire encore pendant de nombreuses années, quoi. Ça fait 12 ans qu'on l'a fait, on ne fera pas autant.